Bonjour, bienvenue à la Maison des photographes. Je suis très content de vous recevoir ici. Je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mathieu Baudot, le président de l'Union des photographes professionnels. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de l'Union des photographes professionnels parce qu'on pourra en avoir pour des heures, mais en revanche, je vais vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Le sujet, l'intelligence artificielle, un vaste sujet, les photographes en parlent beaucoup, pas que les photographes, aussi un certain nombre d'autres personnes dans notre société. Tout à l'heure, on intervenait à la Cour Fanton où on indiquait quelles étaient les problématiques, voire les enjeux relatifs à l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est très bien parce que ce soir, on va pouvoir en parler avec d'abord à ma gauche Alexandra Bensamoun, qui est professeure de droit privé, qui est membre du Conseil supérieur de la littéraire et artistique, de la propriété littéraire et artistique, merci, du ministère de la Culture, membre du comité interministériel relatif à l'intelligence artificielle qui a été remis au président de la République au mois de janvier, je crois, ou mars, et qui aujourd'hui, la ministre de la Culture a confié 2 missions supplémentaires, toujours relatives à l'intelligence artificielle, mais je pense que tu auras le temps de nous en parler de manière un peu plus longue. Et à ma droite, Yann Philippe, qui est le directeur d'un studio de post-production et qui par ailleurs aussi est professeur au Gobelin, à l'école des Gobelins à Paris, professeur en formation continue comme en formation initiale. Alors, je précise pour ceux qui ne savent pas, la formation initiale, c'est lorsqu'on a à peu près 20 ans, et la formation continue, c'est lorsqu'on est professionnel et que l'on souhaite améliorer ou apprendre de nouvelles choses dans le cadre de son métier. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à Yann Philippe, et après, Alexandra interviendra, mais je voudrais simplement qu'on commence par qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle ? Aujourd'hui, on nous dit, mais l'intelligence artificielle, c'est une sorte de Photoshop plus ou moins intelligent. On prend mes photos et après on les remet ailleurs, ou on prend un bout de ma photo. Je crois qu'on est malgré tout sur quelque chose qui est complètement différent de ce que je viens de décrire. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, et particulièrement dans les arts visuels ? Alors oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'UPP pour cette invitation. Revenons donc sur l'origine des IA génératives. Alors je ne sais pas si dans cette assemblée, vous êtes utilisateur, utilisatrice, si vous connaissez un petit peu, je ne sais pas, levez la main un petit peu, qu'on se rende compte qui utilise. Ouais. Timidement, hein, quand même. Ouais. Ah, voilà, on a un expert, super. Alors, je vais me permettre de faire un tout petit peu d'histoire, de revenir en arrière. Je vais essayer de ne pas être technique, trop technique en tout cas sur le sujet. Déjà, les mots intelligence et artificielle, ce concept, en fait, il est très évolutif. Puisque l'intelligence artificielle, c'est pas sorti d'un chapeau hier, ça existe depuis bien longtemps, depuis les années 60, mais ce qui était considéré comme intelligence artificielle dans les années 60 n'en est plus aujourd'hui. Et je pense que dans 10-15 ans, quand on parlera d'intelligence artificielle et qu'on regardera en arrière 2024, on se dira « Ah oui, c'était rigolo, mais ce n'était pas de l'intelligence artificielle ». Donc on a une évolution qui est quand même assez singulière. Donc si on revient au début des années 2000, rappelez-vous vos premières connexions Internet avec les modems. À ce moment-là, il y avait un fort besoin des moteurs de recherche, Google, Yahoo en tête, en fait d'indexer tout le contenu, donc notamment les mots. Alors les mots, c'était facile, il suffisait de parcourir les sites, de détecter les mots et de les répertorier. Là où ça a été plus compliqué, c'est pour les images. Parce que les images en tant que telles, c'est un agrégat de pixels et pourtant il faut les indexer malgré tout. Donc il faut d'une certaine manière réussir à faire parler ces images.
Alors vous y avez en partie contribué. Alors c'est un exemple, c'est pas tout à fait exact, mais vous savez quand vous cliquez par exemple sur c'est une borne d'incendie, c'est un passage piéton, etc. Vous aidez les machines d'une certaine façon à apprendre les concepts de notre monde réel. On y a un petit peu contribué. Donc l'association des mots aux images s'est faite notamment sous l'impulsion de ces moteurs de recherche et puis année après année, les machines, les algorithmes ont été capables à partir d'une image de vous sortir tout le descriptif complet de cette image. Donc on avait le contexte, on avait l'analyse du sujet, du décor, etc. Et là, ça nous porte en 2014. Alors il y a eu différents labos de recherche, mais je vais parler d'un chercheur en particulier qui s'appelle Ian Goodfellow. Et en fait, à partir d'une image, on avait du texte, d'accord ? Il s'est dit, si on faisait l'inverse, prenons du texte et essayons de sortir une image, qu'est-ce qui se passerait ? Donc à partir de là, il a mis au point différents algorithmes. Alors on parle à cette époque-là de GAN, G-A-N. Donc traduit en français, ce sont des réseaux génératifs adverses. En gros, l'idée est très simple, c'est de mettre deux algorithmes en compétition l'un contre l'autre. Ça paraît tout bête, mais en fait à l'époque, ça avait été encore peu mis en avant. À partir de ces GAN, il a donc été possible de réaliser des toutes petites images. Alors très spécialisé, on pouvait avoir des chats, des fleurs, etc. Mais chaque algorithme était capable de générer qu'un seul type de choses. Voilà. Donc ces GAN, ça a permis de faire tout un tas de trucs et c'est là que les photographes, et moi compris, ont commencé à être assez contents parce que grâce à ce type d'algorithme, on a vu apparaître des nouveaux outils. Donc je ne sais pas si parmi vous, parlons un tout petit peu technique quand même, pour agrandir les images notamment. Non, je ne sais pas vous, mais moi on m'a toujours dit, une image, quand elle fait 800 par 600 pixels, c'est foutu, tu ne pourras jamais en faire un tirage. Et bien petit à petit, grâce à ces nouveaux algorithmes, ce genre d'affirmation est devenu totalement caduque. Puisque maintenant, à partir de 800 par 600 pixels, grâce à ces premières intelligences artificielles là, de 2014-2015 dont je vous parle, on peut sortir des images de 4000 par 3000 pixels. Donc si ça vous parle, ça veut dire qu'en gros, je peux en faire des tirages de cette taille-là, sans aucun problème. Donc ça, c'était des petits outils. Et à cette époque-là, j'appelle justement ça encore des outils. Puisqu'on peut, agrandir des images, on a pu être capable de les coloriser. Pour le film, on a pu être capable de le fluidifier également, donc prendre des anciens films qui ont été réalisés à 8 images par seconde et en faire des films à 60 images par seconde, d'une fluidité extrême. Voilà, donc comme je le disais, ces algorithmes-là sont chacun spécialisés dans une tâche. Donc on est encore finalement bien loin des IA tels qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est arrivé assez vite. En fait, l'étape suivante, ça a été de les rendre pluridisciplinaires et surtout de venir connecter le langage. Et c'est là qu'une société que vous connaissez bien, qui s'appelle OpenAI, qui a édité le fameux ChatGPT, arrive. En fait, ils ont édité un modèle qui s'appelle CLIP. Et CLIP, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement la connexion des mots aux images. Donc à partir de là, on peut simplement taper du texte, qu'on appelle aujourd'hui prompt, et obtenir des générations de visuels. Par contre, ce qu'il faut pour qu'une IA puisse générer des images, c'est qu'elle en ait vu beaucoup et les ait analysées. Et c'est un peu le point le plus clivant, je pense qu'Alexandra aura l'occasion de revenir là-dessus assez largement par la suite, c'est qu'il a fallu l'abreuver de toutes les formes visuelles de notre monde. Donc il a fallu constituer ce qu'on appelle des datasets. Alors des datasets, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement d'énormes bibliothèques de couples images et texte. Donc on a une image et on a un petit texte. Alors ça peut être un titre, ça peut être une description, ça peut être un sous-titre, une légende, appelez ça comme vous voulez. Alors ces datasets, il en existe beaucoup sur Internet qui sont librement utilisables d'ailleurs. Donc il y en a un qui s'appelle ImageNet, qui grosso modo a 1 million d'images. Et vous avez l'un des plus connus qui s'appelle Lion 5B, donc 5B pour 5 billion ou 5 milliards. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes d'échelle, 5 milliards, ce que ça représente. 5 milliards d'images. Si je vous dis, je sais pas, 5 millions, 5 milliards d'images,
C'est beaucoup. Bon, juste pour donner un ordre d'idée, si vous vouliez toutes les regarder une par une, c'est 5 milliards d'images, et que vous regardez chaque image pendant 5 secondes, vous dormez juste 7 heures par nuit, le temps de vous reposer, mais vous passez tout votre temps à regarder des images à la suite. Une belle vie. Il vous faudrait 2 vies complètes pour arriver au bout de Lion 5B, pour avoir tout regardé. Ok, donc ces datasets ont été créés par ce qu'on appelle des bots de crawling. Donc en français, c'est simplement des robots de moisson. En fait, ils passent leur temps à moissonner Internet à la recherche d'images et constituent ces énormes banques de données. À partir de là, les IA génératives qui ont pris la suite des GAN, donc là vous voyez que petit à petit on avance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont récupéré tous ces couples images-texte, elles ont pris toutes les images et les ont dégradées vers du bruit aléatoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs, utilisatrices de Photoshop parmi vous. Du bruit, c'est simplement des pixels aléatoires de toutes les couleurs. En gros, vous avez une image qui a une dimension précise et les pixels sont aléatoires. Donc ça vous fait une espèce de matrice comme ça, multicolore. Donc l'idée, c'était de prendre chaque image et de progressivement la dégrader vers du bruit aléatoire. Et l'algorithme retient cette dégradation. Il retient tout ça. À partir du moment où il a dégradé les 5 milliards, eh bien, on va être capable de lui dire « Ok, maintenant je vais te donner du bruit aléatoire. » Je te donne, voilà, donc ça on peut le générer avec Photoshop, par exemple. Et à partir de ce bruit aléatoire, on va demander à l'algorithme de faire le chemin inverse. Donc de reconstituer une image, mais avec quoi finalement? Avec une instruction textuelle. Rappelez-vous, je vous parlais de clip tout à l'heure. Donc il a la connaissance du langage. Donc vous pouvez donner des mots et à partir de là, l'image va se recréer. Alors j'insiste quand même sur quelque chose et Mathieu avait justement bien appuyé sur ce point et il faut que vous le compreniez. C'est que toutes les images, là, les fameux 5 milliards, il y en a peut-être une des vôtres là-dedans. Moi, il y en a des miennes. Hein. Elles sont dedans. Voilà, je suis photographe également, donc il y a certaines de mes images qui sont dans ces fameux datasets. Alors, jamais, au grand jamais, il y aura une petite partie de mon image qui va être copiée, extraite, et va venir apparaître sur une nouvelle image générée. Ça, c'est impossible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un petit patchwork, c'est pas du découpage. En fait, il faut imaginer vos images comme étant du métal. Imaginez que vos images, je vous le souhaite, ce sont des lingots d'or. Et imaginez qu'on les fonde tous. On fond tout ça, ça devient une énorme marmite, un énorme creuset. Et à partir de là, vont réémerger des bijoux. C'est plus des lingots d'or. Vous avez fourni une matière, vous avez fourni des pixels, vous avez fourni des informations. Alors, c'est quoi ces informations? Vous avez fourni des contours, vous avez fourni des contrastes, vous avez fourni des couleurs, vous avez fourni des dégradés. Vous avez fourni comme ça des milliers de paramètres aux algorithmes. Et peut-être qu'à un moment donné, un de ces paramètres va ressortir. Mais ce ne sera plus votre image, c'est impossible. Chaque image qui réémerge ne préexiste pas. Alors, ce que je dis, je vais le minorer quand même un tout petit peu. Imaginons que vous soyez un ou une photographe ultra célèbre. Vos images vont être surreprésentées dans le dataset. Ça veut dire que voilà, vous êtes Avdon et votre image la plus connue, elle apparaît peut-être, je ne sais pas, 6-7 000 fois dans le dataset. Eh bien, dans ce cas-là, si dans un prompt, vous demandez du Avdon, ça va vraiment ressembler à du Avdon. Par contre, vous demandez du Yann Philippe, ça ne va pas y ressembler du tout. Alors, c'est pour ça qu'il est très facile de reproduire les styles des photographes qui sont les plus représentés dans le dataset. Évidemment, ce n'est toujours pas leurs images. Ça va y ressembler, ça va en avoir la saveur, ça va en avoir l'odeur, mais ce n'est pas leurs images. Donc effectivement, si on veut faire du David Lachapelle, si on veut faire du Crutzen, si on veut faire du Nadav Kander, ça, pas de problème. Ces photographes sont surreprésentés dans les datasets, donc leur style peut être émulé. Alors, leur style, mais pas leur créativité. Et ça, c'est très important de le noter aussi. Prenons un artiste, vous connaissez peut-être Hans-Ruedi Giger, qui a notamment créé la figure d'Alien, qui n'est pas photographe pour le coup, qui est artiste, plasticien. Et l'IA sait très bien reproduire en fait ce qu'il a le plus fait, à savoir des formes biomécaniques. Mais sa créativité, si vous connaissez un petit peu son corpus, sur tout ce qui concerne les poubelles, impossible. Impossible, ça l'IA ne le connaît pas, elle ne peut pas le faire.
Donc c'est pour ça que l'IA, en fait, on ne peut pas dire qu'elle est créative pour une raison très simple. C'est qu'elle ne peut créer qu'à partir de ce qu'elle a déjà vu. Donc l'IA regarde en fait d'une certaine manière vers le passé, mais ne peut pas faire preuve de ce que la publicité aime bien, à savoir la disruption. Ça, c'est pas possible. Tout ce qui est l'originalité, le petit pas de côté, l'absurdité, l'oxymore, toutes ces choses-là qui font la créativité humaine, aujourd'hui, en 2024, l'IA ne peut pour l'instant pas le faire. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation qui permet de remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village, dans le sens où l'IA est véritablement quelque chose de particulier. Et alors, dans ce cadre-là, Alexandra, quelles sont on va dire, les problématiques, notamment juridiques, par rapport d'abord aux créateurs, aux auteurs de ces photographies, qui entrent donc les fameuses photos qui ont été fouillées. Alors, moi j'appelle ça autrement, mais comme je suis le représentant de l'intérêt des photographes, c'est autre chose. On pourra en parler plus tard. Mais toi, Alexandra, quelles sont d'abord les premières problématiques auxquelles on a été confrontés et aujourd'hui vers quoi on s'achemine petit à petit? Alors les problématiques, elles sont très claires. Comme on vous l'a exposé, il y a une des technologies d'IA qui s'appelle l'IA générative et qui fonctionne de manière un peu... qui fonctionne sur l'apprentissage, pour dire les choses très simplement. On va demander au système, on va demander au modèle même d'inférer un certain nombre de règles à partir de contenus, comme si on avait nourri en fait le système et que le système en dégageait un certain nombre de règles, des règles mathématiques, en déconstruisant les contenus. Et donc pour ça, pour élaborer ce modèle, il faut vraiment beaucoup de contenu. Alors il faut beaucoup de contenu et comme on vous l'a dit, ces contenus, on va aller les chercher un peu partout, on va aller fouiller le web, on va aller les récupérer là où on peut, là. Et ça donne lieu à des bases assez monumentales et notamment, tu as cité Lion. Ce qui est intéressant ou pas intéressant, c'est pas le bon terme, mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ces bases, il y a tout type de contenu. Je me souviens d'un article d'un journal américain qui avait dévoilé que dans Lion, il y avait notamment des images pédopornographiques. Donc voilà, c'est assez troublant. Il y a évidemment des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur, donc des photos, des images, des peintures, des textes, des romans, des articles de journaux, enfin en fonction du modèle d'IA, si c'est un grand modèle de langage ou un grand modèle d'image. Mais donc vous avez comme ça des photos qui sont, pas des photos, mais des contenus culturels qui peuvent être illicites parce qu'il n'y a pas eu l'autorisation du titulaire de droit, ou illicites parce que faisant l'objet d'une pénalisation, comme un contenu pédopornographique, évidemment. Et puis, il y a aussi des données en général, donc des contenus qui ne sont pas sous droit, qui ne sont pas du tout infractionnels. Donc, il y a vraiment énormément de choses dans ces bases d'entraînement. On n'avait pas tellement conscience du fonctionnement des IA génératives. C'est venu très tardivement. Vous avez tous vécu la sortie de ChatGPT fin 2022. C'était formidable. On a tous testé, on a tous joué un petit peu avec. Et puis très vite, les gens se sont dit, mais ça fonctionne comment ? Alors ça fonctionne comment ? Très simplement. Ça fonctionne grâce à des contenus. Quels sont ces contenus ? Et là, on s'est dit, on a un problème. Il y a des contenus qui ont été utilisés. Quel est le statut de ces contenus qui ont été utilisés pour créer ces modèles d'intelligence artificielle, d'où sont issus donc les IA génératives. Quel est le statut ? C'est un peu compliqué de le dire de manière très définitive aujourd'hui, parce que les choses sont encore un petit peu hésitantes en construction, même si on a quand même quelques éléments. On peut distinguer par zone du monde. Par exemple, aux États-Unis, ils ont une exception au droit d'auteur qui s'appelle Fair Use, l'usage loyal. Faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près 25 procès en cours sur le terrain du copyright, donc du droit d'auteur.
pour atteinte donc aux droits d'auteur, parce que ces modèles, ces OpenAI, ChatGPT, etc., ont utilisé donc des contenus sous droit, sans autorisation des titulaires, des auteurs, et sans rémunérer ces auteurs. Donc à peu près 25 procès, dont des class actions, ce qui est pas bon aux États-Unis, parce que contrairement à la France, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle punitive damages, donc ils ont des dommages à intérêt punitifs. Et donc la sanction peut être très lourde, elle peut remettre en cause même l'existence d'une entreprise, la sanction. D'ailleurs, on le voit avec les montants qui sont demandés, qui sont assez impressionnants. Peut-être avez-vous vu dans la presse un des contentieux assez visible, parce qu'il a été très rapporté dans les médias, c'est le New York Times, qui a attaqué OpenAI pour l'utilisation non autorisée des contenus. Les articles de journaux sont des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, comme le sont les photographies. Et donc là, il y a un procès. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aux États-Unis, sans doute qu'il y aura des transactions. Parce que, comme me disait une collègue américaine spécialiste comme moi en droit du numérique et en propriété intellectuelle, elle me disait les Américains ont horreur des contentieux parce que c'est pas bon pour le business, les contentieux. Donc, elle me disait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de transactions pour mettre fin à ces procès, ces multiples procès. Et c'est heureux, pourquoi ? Parce que, de toute façon, le fair use, c'est cas par cas. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un tribunal qui vous dit ici c'est fair use, là ça n'est pas fair use, ici c'est fair use. C'est du cas par cas. Il ne va pas y avoir une décision qui va décider que toutes ces opérations, quelles qu'elles soient, eh bien, ça doit constituer fair use. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, aux États-Unis, voilà l'état du droit. En Europe, en 2019, on a eu une directive européenne, donc, qui est un texte comme un texte de loi au niveau européen. Et dans cette directive européenne, il y a une exception qui s'appelle l'exception fouille de texte et de données, text and data mining. En 2019, je dois vous dire que quand cette exception elle est sortie, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Personne ne savait à quoi ça servait. D'abord, on était très occupé par la négociation d'autres articles. Donc, l'exception text and data mining, ce n'était pas l'enjeu principal de l'adoption de la directive de 2019. Qu'est-ce qu'elle dit, cette exception ? Elle dit, eh bien, le législateur suspend l'application des droits, donc suspend les droits d'auteur, pour cette opération de fouille de texte et de données, qui consiste à déconstruire un contenu pour en extraire, finalement, les règles mathématiques, les tendances, les corrélations, etc. Et cette opération de déconstruction, on se dit que c'est ça, en fait, ce qui se passe pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle. On va déconstruire le contenu pour en tirer uniquement des règles mathématiques. Du coup, on a une exception en droit européen de fouille de texte et de données, mais comme l'exception, elle était vraiment très large, très très large, tous les acteurs, tous les usages, y compris les usages commerciaux, ça risquait d'être trop une expropriation pour cause d'utilité privée, ce qui n'est pas possible, et ça risquait également de nous mettre en contrariété avec nos engagements internationaux. Le droit de propriété étant, il faut le savoir, un droit fondamental, même la propriété intellectuelle, c'est un droit fondamental. Donc ça risquait de nous mettre un peu en contrariété. Donc au niveau européen, on a mis des conditions à cette exception. Première condition, l'accès licite. Deuxième condition, l'absence de droit d'opposition des titulaires de droit. On appelle l'opt-out également. Alors, est-ce que l'entraînement des modèles d'IA remplissent ces deux conditions pour pouvoir bénéficier de l'exception, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser ces contenus culturels sans demander d'autorisation et sans rémunérer ? Ça, c'est moins sûr. Ça, c'est moins sûr parce que l'accès licite, est-ce qu'il y a un accès licite ou pas au contenu ? Ça se discute. Quand dans les bases d'entraînement, il y a des prix littéraires, pas sûr que ce soit un accès licite. Rarement, un éditeur met à disposition gratuitement un prix littéraire, par exemple. Et dans ce cas-là, je te prie de m'excuser
en te coupant la parole, mais ne serait-on pas, par exemple, avec un système où on dit, en définitive, il faut quand même que la technologie avance. On fait des exceptions parce qu'il y a besoin de faire des exceptions pour que cette technologie avance de manière plus importante, en disant c'est autrement plus important puisque quelque part c'est l'économie qui doit avancer. Et en fait, c'est une question à double détente, puisqu'il y a d'un côté la question juridique, bien évidemment, et de l'autre côté la question technique, si je puis dire. Est-ce que ça, d'après vous, c'est quelque chose qui serait jouable? Est-ce que c'est quelque chose que les grands... Quelle est ta question? J'y arrive. Ça veut dire que globalement, faisons des exceptions, continuons à faire ces exceptions pour que la technologie puisse avancer, que donc l'économie puisse s'accroître. Donc c'est moi qui réponds à la question finalement. Ok. C'est pas une question, c'est une polémique. Ouais. Non mais de toute façon, revenons sur ce qu'a dit le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lorsqu'il a été interrogé sur la question. Il a dit que de toute manière, s'il n'avait pas récupéré toutes ces données de la façon dont ils les ont récupérées, on aurait certes des IA aujourd'hui, mais des IA du niveau du Moyen-Âge. S'il avait tout fait de façon légale. Voilà, donc en fait, il le justifie et il continue de le justifier. Récemment, c'était la CTO, si je ne dis pas de bêtises, d'OpenAI, toujours concernant l'entraînement de Sora. Donc Sora, c'est la même chose que les Midjourney ou DALL-E, mais pour la vidéo. Donc en ce moment, c'est la course à la vidéo, c'est-à-dire qu'on peut générer des films. Et c'est très 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 crédible. J'ai vu la démonstration de Sora, on me l'a montré. On a fait des plans ensemble avec donc des plans vidéo avec des gens qui ont déjà accès à Sora. C'est bluffant. C'est encore plus inquiétant, plus impressionnant que l'image fixe. Et quand il a été demandé à cette directrice technique d'OpenAI d'où venaient les vidéos qui ont servi à l'entraînement, est-ce que ce serait pas YouTube par hasard? Elle n'a pas répondu. Bon, c'est la directrice technique. Hein. A priori, elle sait d'où ça vient. Bon. Donc oui, effectivement, je pense qu'il est nécessaire de faire avancer la technologie, mais vous l'avez vu, en fait, elle avance à une vitesse incroyable, cette technologie. Parce qu'il y a encore 2 ans, lorsqu'on voyait ce qui sortait de Midjourney, à l'époque, bon, on se disait c'est incroyable, mais ça ne menacera absolument pas mon métier. Aujourd'hui, je me sens menacé, à la fois en tant que retoucheur d'images, puisque je le vois, là où j'enseigne, au Gobelin, si parmi vous, il y a des photographes qui utilisent le tampon dans Photoshop ou ces outils pour effacer des choses, c'est terminé. Les étudiants n'utilisent plus ça. C'est que du génératif aujourd'hui. Donc ils entourent l'objet, ils écrivent « supprimer », terminé. Alors même si c'est une grosse voiture qui barre la route, terminé. Voilà, donc il y a des savoir-faire qui se perdent ou qui se transforment en tout cas. Voilà, donc oui, il faut évoluer, mais ça a évolué tellement vite. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il est nécessaire que ça aille aussi vite, cette transformation technique? Peut-être qu'en prenant un peu plus le temps justement de ralentir et de se poser les questions sur le droit, eh bien, ce serait pas mal. Voilà, pour répondre à... C'est une très belle transition, puisque qu'est-ce que le droit va répondre à ça en définitive? Il y a un certain nombre de prises de position que tu vas peut-être pouvoir nous rappeler, mais où va-t-on aller? On va laisser passer les motards arlésiens là. Où va-t-on aller à partir de là? Est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Alors, je sais que tu n'es pas devin, mais mais en revanche, tu peux peut-être nous donner des pistes. Non, moi, alors, est-ce qu'il y a des contenus qui ont été, est-ce qu'il y a des contenus protégés qui ont été utilisés pour créer ces modèles? Oui, incontestablement. Il n'y a pas de doute. Il y a 0 doute. Et il commence à y avoir quelques preuves tangibles également, et quelques actions, et voilà. Donc, on sait très bien que c'est le cas. Comme souvent, quand il y a une innovation technologique, on hésite à réguler parce qu'on se dit, si on régule, on va empêcher cette innovation de se déployer.
Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous mettez la limitation de vitesse à 20 km/h, vous arriverez moins vite. Ça, on ne peut pas y échapper. Hein. Moi, je crois que opposer ces deux notions de l'innovation et de la régulation, de manière générale, c'est absolument stérile. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'on veut, en fait. C'est quel modèle de société on veut, qu'est-ce qu'on veut permettre, qu'est-ce qu'on ne veut pas permettre. On vient d'adopter à l'échelle européenne un règlement européen qui s'appelle le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle. Dans ce règlement, le législateur européen pose quelques règles et en effet, ces règles, elles laissent transparaître un certain nombre de valeurs européennes qu'il souhaite porter. Et je crois que c'est important de se souvenir que c'est aux législateurs de porter des valeurs. Ce n'est pas aux acteurs privés de le faire, c'est aux législateurs. Et donc, dans ce règlement européen, on trouve plein de règles. On trouve par exemple que le scoring social, comme en Chine, grâce à l'intelligence artificielle, c'est interdit. Ce sera interdit en Europe. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Je suis bien d'accord que je n'ai pas envie d'être notée, de ne pas pouvoir inscrire mon enfant à l'école parce que j'ai un mauvais score, parce que c'est vrai que je critique beaucoup. En général, je critique beaucoup. Donc ça, je n'ai pas envie que ça se passe sur le territoire européen. Puis alors, j'ai encore moins envie, vu ce qui se profile, je trouve que le législateur européen a eu bon goût d'adopter ce texte. Et dans ce texte, il y a aussi une disposition sur le droit d'auteur qui est l'obligation de transparence sur les sources d'entraînement. Parce que la difficulté aujourd'hui que rencontrent les auteurs qui veulent faire valoir leurs droits en disant vous avez utilisé des contenus, ces contenus m'appartiennent, voilà, est-ce qu'on peut entrer en négociation à minima? Ça peut être ça, ça peut être est-ce qu'on peut entrer en négociation? Eh bien, ils achoppent parfois sur une difficulté liée à la preuve. Comment prouver que le contenu a bien été utilisé? C'est très difficile. Comme on vous l'a dit, c'est des milliards de contenus qui sont utilisés. Donc comment rapporter cette preuve? C'est probatio diabolica, on dit, c'est une preuve diabolique. Et donc pour ça, le législateur européen va forcer les fournisseurs de modèles à être transparents sur les sources qu'ils utilisent pour créer un modèle. Alors tout ça, ce sont des règles, vous voyez, des règles juridiques qui se mettent en place. On peut dire c'est tardif, on peut le regretter aussi. Je ne le crois pas parce que le législateur en général ne doit jamais préempter la parole. C'est-à-dire le législateur répond à un besoin. Il faut que le besoin soit établi. Si le besoin, il existe, il y a un besoin social, il y a une difficulté, il est là pour résoudre cette difficulté. Il ne peut pas agir avant même que la difficulté apparaisse. Ensuite, ce que je pense sur l'avenir, alors ça n'appartient qu'à moi, je suis assez optimiste en général de nature. Moi, je crois qu'en Europe, il va falloir qu'on crée quelque chose de différent, qu'on crée un écosystème IA européen et donc qu'on crée un marché européen IA. Et ce marché, il doit nous ressembler. C'est-à-dire qu'il doit être à la fois compétitif, innovant, mais il doit être éthique. Éthique, ça veut dire qu'il doit respecter la chaîne de valeur. Il y a des intrants pour faire fonctionner une IA générative. Il y a un certain nombre d'intrants. Les intrants, c'est les puces. Les puces et les GPU, c'est un marché, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu que Nvidia est la première capitalisation mondiale maintenant. Donc, c'est ceux qui font les puces pour l'entraînement. Donc, il y a les puces, il y a l'électricité. L'électricité, pour entraîner, ça coûte très cher pour créer un modèle. Il y a des talents. On paye très cher aujourd'hui les talents en matière d'intelligence artificielle. Et puis, il y a les données. Et en réalité, il n'y a pas de raison, surtout en Europe, où on a cette vision éthique des choses, il n'y a pas de raison qu'on paye tout le reste, sauf les données. Parce que les données, ça coûte pas, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc moi, je crois qu'il n'y a aucune raison. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai aussi l'habitude de dire, c'est que faire attention, l'IA générative, elle n'est pas créatrice. C'est l'esprit humain qui crée. Et cette singularité de l'esprit humain, il ne faut jamais l'oublier et surtout, il faut toujours la préserver. Parce que c'est quoi ce monde demain où les créateurs pourront plus vivre de leur art et où les IA génératives généreront en effet des choses qui peuvent être disruptives, mais qui regardent toujours en effet vers le passé, puisque ça n'est que
ce qui existe déjà. Hein. Ça s'inspire uniquement de ce qui existe déjà. Ça peut être disruptif, mais ça regarde en effet vers le passé. D'ailleurs, vous avez vu peut-être dans la presse, il y a des licences, il y a des contrats qui commencent à être passés entre des titulaires de droit et des acteurs du numérique, justement pour fournir de la donnée à ces acteurs du numérique. Et il y a un accord qui a été passé entre OpenAI et Le Monde, le journal Le Monde. Pourquoi le journal Le Monde ? Parce qu'il y a de la donnée fraîche, il y a de la donnée actualisée tout le temps. C'est ça dont ont besoin les fournisseurs d'intelligence artificielle. Ils ont besoin de données, ils ont besoin de données humaines, de données actualisées, de données toujours nouvelles, toujours différentes. Donc voilà, pour moi, l'avenir, c'est plutôt créons ensemble un modèle européen, éthique et compétitif, qui respecte l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois qui permettent aux acteurs de l'IA d'innover. Et c'est important parce que l'IA, c'est une formidable révolution. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable. On est en train de vivre quelque chose qui est à la hauteur de l'invention de l'électricité, de l'invention de l'imprimerie peut-être. Donc c'est vraiment quelque chose de dingue qu'on est en train de vivre. On a beaucoup de chance de vivre cette époque. Et pour autant, voilà, on ne va pas tirer un trait sur la culture parce qu'il y a une innovation majeure. Il y a une innovation majeure. Et puis la culture, c'est aussi toujours une innovation majeure qui devra rester une innovation majeure toujours. Donc voilà, un marché éthique pourrait se créer en Europe et je crois qu'on peut aider à cela. Alors, j'aime bien l'optimisme dont tu fais part, mais c'est une très bonne chose. On pourrait peut-être continuer de cette manière-là, mais j'aimerais bien, si au sein de la salle de l'Assemblée, si vous avez des questions, des remarques, que l'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus interactif que ce que l'on fait habituellement. Donc je vais me permettre de me lever, 2, de vous tendre le micro, et ensuite nos 2 conférenciers pourront vous répondre. Alors, qui veut commencer le bal ? Bonjour, Hugues Charrier. Avec la mondialisation, on va voir qu'effectivement, on va avoir l'Europe qui, à juste titre, va mettre des règles. D'autres pays, on sait très bien qu'ils ne mettront pas de règles. Et est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir demain des logiciels qui viendront d'autres pays, qui utiliseront en fait toutes ces données, qui n'auront pas mis les mêmes barrières? Et le résultat, c'est qu'il y aura quand même une dérive. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il est facile de mettre un visage sur un corps de quelqu'un d'autre. On voit bien que ça peut être utilisé d'une façon politique. Et là, on ne sera pas à l'abri de tout ça, puisqu'en fait, globalement, aujourd'hui, on est au bout du monde, on veut transmettre une photo avec les réseaux sociaux, on la transmet sans problème, et elle fait le buzz. Alors, il y a 2 choses différentes dans ce que vous dites. Il y a d'abord quel est le champ d'application territorial du texte européen, c'est la première question. Et ensuite, vous avez évoqué les sortants. Et le risque que le sortant, lorsque c'est deepfake, le risque que cela présente. Alors, sur l'application territoriale du texte européen, on est assez malins, les Européens. Ça fait quelque temps qu'on fait des textes à vocation extraterritoriale. C'est-à-dire qu'on met une barrière, non pas à l'entrée de la France, que la France n'est pas un marché qui intéresse à l'étranger, mais on met des barrières à l'entrée à l'échelle européenne. Et tout acteur de l'IA qui souhaitera pénétrer le marché européen sera soumis aux règles européennes, y compris sur la transparence et l'entraînement des sources. Et comme je vous dis, le marché européen est un marché captivant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait fait avec le RGPD, le Règlement général à la protection des données. On a refait ça avec des règlements plus récents, Digital Services Act sur les services numériques, notamment pour réguler les réseaux sociaux, Digital Market Act pour les règles de compétition, de concurrence, pardon. Donc ça, on fait de manière à ce que les entreprises européennes ne subissent pas la régulation européenne, que tout le monde soit à peu près à niveau.
Ça n'empêchera pas ceux qui veulent absolument contourner de contourner. Je suis pas en train de... Mais bon, en même temps, oui, le couteau ne sert pas à tuer, mais à couper un steak. Et pourtant, il y en a... Voilà. Donc, vous voyez, je peux pas vous dire que ça va empêcher tout contournement. Mais les grands acteurs du numérique, ceux qu'on connaît, ceux qui ont pignon sur rue, je veux dire, ils vont pas s'amuser à contourner les règles en réalité. Donc ça va en effet les contraindre. Ça va contraindre les acteurs, y compris des acteurs américains. Ensuite, sur le sortant, vous avez dit, le risque que ça présente, et encore plus cette année en période électorale où on voit des choses... des choses qui sont assez drôles. Moi, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon chanter une petite chanson. Là, c'était généré par IA, évidemment. Et ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est clairement des deepfakes. C'est clairement et ça peut aller jusqu'à de la fausse information, de la désinformation. Et ça peut être très dangereux. Pour ça, le règlement sur l'intelligence artificielle oblige à une transparence également en aval. C'est-à-dire que les contenus qui seront automatiquement générés par IA devront être signalés comme générés par IA. Il va y avoir des watermarkages et les grands acteurs de l'IA qui mettent à disposition des solutions IA vont faire le travail de watermarker tout ce qu'ils vont produire de manière automatique et quasi ineffaçable. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est pas du 100%, évidemment, mais on a conscience de ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez vu dans les rues, il commence à y avoir, c'est peut-être inquiétant aussi, quelques publicités qui sont générées par IA, qui ne sont plus faites par des créatifs, mais par de l'IA. Et c'est écrit en petit. Alors là, ça n'a rien à voir avec la législation, ce n'est pas du tout watermarké, mais il y a écrit, parce qu'il y a cette idée d'obliger à informer lorsqu'on utilise l'IA. Et donc, il y a écrit « Cette publicité a été générée par IA ». J'ai vu Undies, j'ai vu Decathlon, j'ai vu plusieurs pubs générées par IA. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas rassurant complètement, parce qu'on sait très bien que surtout dans la période actuelle, le risque de désinformation et de manipulation de l'opinion est très fort. Mais voilà, on essaye, en tout cas le législateur essaye de mettre en place des contrepoids pour ça. Ouais, c'est ce dont on parle lorsqu'on parle de transparence en matière d'utilisation d'IA. Il y avait, je crois, voilà, je vais vous laisser le micro. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le tag. Oui, Fabrice Muyssen, photographe. Et maintenant prompteur IA, parce que c'est beaucoup plus facile. Du coup, je rebondis juste sur une anecdote. Instagram a introduit un tagging IA, sauf que pour connaître plein de photographes que je suis, ils ont identifié comme IA des photos qui étaient des vraies photos. Donc là, c'est un peu amusant parce que en fait, leur critère, c'est juste qu'ils ont détecté que c'était IA, tellement c'était joli qu'ils se sont dit que c'est pas possible que ça soit fait par un... j'ai vu des photos de mariage qui ont été taguées en IA sur ça, quoi. Et le débat et l'introduction sur l'IA, c'est super intéressant. Mais grosso modo, là, vous avez quand même sûrement un public plutôt de photographes. Et on n'évoque pas le côté survie du photographe vis-à-vis de l'IA qui est utilisée, qui est une compétition totalement inimaginable il y a encore 2 ans. Et qui fait qu'aujourd'hui, même moi, si un client me demande une photo, je vais la faire en IA, je n'ai même pas besoin de sortir de chez moi. Et ça lui fait un résultat bien meilleur que ce que je ferais... pour beaucoup plus cher. Alors oui, effectivement, moi j'ai eu une élève au Gobelin qui a eu exactement le même souci. Et en réalité, c'est un point que je soulevais déjà en 2023, quand on était déjà avec Alexandra au Parlement de la photographie à l'époque. En fait, c'est que différencier les images réellement capturées dans le boîtier et les images générées en IA, d'accord, mais quid de l'hybridation entre les deux? Et en fait, c'est là, à mon sens, que le photographe a vraiment une carte à jouer, parce que vous me mettez un appareil photo entre les mains, plus de l'IA générative, en termes de créativité, vous avez quelque chose d'incroyable, vraiment d'incroyable. Alors, ces photographes de mariage, peut-être que maintenant que c'est totalement inclus dans Photoshop, c'est des outils qui sont d'une facilité déconcertante.
peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, un petit câble qui passait et qu'il a effacé ça. Donc il a utilisé le génératif de Photoshop. Qu'est-ce qui s'est passé? Son image a été envoyée sur les serveurs d'Adobe et elle est revenue à son ordinateur. Vous ne pouvez pas utiliser le génératif de Photoshop sans connexion Internet. Hein. D'accord? Donc là, l'image a été marquée. Upload sur Instagram. Instagram détecte ce marquage et il va mettre contenu généré par IA. Alors peut-être que c'était juste 10 par 10 pixels en bas à droite d'une prise électrique. Trop tard, c'est de l'IA. Et j'ai une élève qui avait ce problème. Elle me dit, Yann, comment je le fais sauter? Je dis, c'est très simple. Tu fais une capture d'écran, terminé. Et ça saute. Voilà. Bon. Donc il y en aura toujours des gens qui vont contourner ça parce qu'elle l'estimait, mais ça encore, elle estimait qu'elle n'avait pas suffisamment utilisé l'IA générative pour que son œuvre soit dénaturée. Mais on est exactement dans le même cas de figure que le photographie retouchée. Quand est-ce qu'on le met? Quand est-ce qu'on le met pas? Est-ce qu'on doit le mettre? Pas le mettre? On n'a finalement pas fait grand-chose. C'était juste un peu de chromie, un peu de contraste. Voilà, elle estimait qu'il ne fallait pas le mettre. Alors, juste pour répondre à la suite de la question, qui est vraiment que doivent faire les photographes? Doivent-ils devenir des prompteurs? Le métier change. Moi, je pense, et je vais essayer d'être optimiste comme Alexandra, et j'essaye de l'être, puisque moi-même, j'ai vu le métier changer et j'essaye de m'adapter. De toute manière, si vous ne montez pas dans ce train-là, et si vous n'occupez pas le terrain en tant que photographe, d'autres vont le faire. Et moi, je suis quand même assez consterné de remarquer quelque chose, c'est que sur le terrain de l'image fixe, concernant les IA génératives, je vois autour de moi beaucoup de gens bruisser, s'affairer, et ces gens sont des gens de la communication, du marketing, parfois des opportunistes, parfois des curieux, mais je vois très peu de gens d'image. Alors j'en vois qui arrivent, mais ils sont encore très minoritaires. Alors qu'ils ont, ils ont beaucoup d'avance, parce qu'ils ont une culture photographique, ils ont un recul, ils ont une expérience, ils savent ce que c'est qu'une belle image. Et je vais vous raconter une toute petite histoire, c'est que quand des néophytes génèrent des images avec Midjourney, qui est donc un outil assez connu d'IA générative, ils vont tout trouver génial, souvent. Sauf qu'un photographe, non. Il a ce recul et il va dire non, ça c'est bien, ça marche moins bien parce que le contraste, parce que ci, parce que ça. Donc moi je pense que les photographes doivent beaucoup plus occuper le terrain sur cette question-là. Oui. On va donner le micro, sera mieux. Je suis un peu étonnée et en même temps déçu de ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand il y a eu l'avènement du numérique avec les photographes. Il y a plein de photographes qui ne croyaient pas du tout, jamais ça pourrait être aussi qualitatif que l'argentique, et il y a plein de photographes de talent, qui sont restés sur le carreau. Et comme anecdote, mon premier stage Photoshop ou d'image numérique, je l'ai fait avec des architectes. Parce que eux, ils avaient compris et eux, ils avaient extrapolé et c'était les premiers. Alors que les photographes n'y croyaient toujours pas. Et je suis un petit peu déçu dans le sens où je vois que finalement, cette évolution, en fait, effectivement, l'IA, ça va être un outil supplémentaire pour nous. Au même titre que ça a été, que l'a été la photo numérique et avec plein de facilités de prise de vue, moins de stress parce que l'argentique, c'était pas si évident que ça pour plein de choses. Mais c'était la photo. Mais la photo numérique, c'est la photo aussi. Et donc, je suis extrêmement déçu parce que j'ai l'impression qu'en fait, même si c'est pas la même génération de photographes, que ça perdure. Et je me demande qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent. Ouais, je vais décevoir encore un peu plus. Les jeunes générations que je côtoie au sein de différentes écoles et pas que Gobelin ne s'y intéressent pas du tout. Ouais. Alors, du coup, comme vous l'a dit tout à l'heure Mathieu, moi j'ai fait partie de la commission interministérielle de l'IA qui a remis un rapport au président de la République sur la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Dans ce rapport, que vous trouvez en ligne si vous le cherchez, vous allez voir la première des recommandations. Et c'est celle qui a eu notre aval à tous. Et pourtant, on avait vraiment des profils très, très différents dans la commission. C'est il faut former à l'intelligence artificielle. Alors, former,
on va pas tous devenir codeurs, on va pas tous voilà. Non, il faut acculturer, il faut sensibiliser les gens. Et on a dedans une recommandation spécifique, c'est moi qui l'ai écrite, je m'en souviens très bien, pour les créatifs. C'est-à-dire qu'il faut aussi former les créatifs. On a conseillé même de créer des chaires au sein des écoles d'art pour pouvoir enseigner à cette jeune génération l'utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, le train de l'IA, il est déjà parti. Donc, on peut le regarder passer ou on peut monter dedans. Donc, je conseillerais de monter dedans, voilà, et de s'en saisir et de résister là où on doit résister, bien sûr, voilà, mais de s'en servir, de le manipuler, d'exister avec l'IA. Voilà, donc j'espère, y a pas mal y a un certain nombre de recommandations du rapport qui sont en train d'être mises en œuvre, y a plusieurs. L'avenir étant ce qu'il est, c'est-à-dire incertain, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, j'aimerais que se développent dans les écoles d'art des chaires de professeurs juniors, notamment, sur l'intelligence artificielle. Il y avait une autre intervention. Oui. Qu'est-ce qui est incroyable Je disais que c'était incroyable que la jeune génération ne se saisisse pas de ça. Parce que c'est leur avenir, pas que les photographes. Hein. C'est tous les auteurs. Hein. Ouais, très rapidement, je conclus sur cette question-là. En fait, parce que j'essaie de comprendre moi, pourquoi ça ne les intéresse pas. Je leur dis, écoutez, vous avez clairement, on sait que le métier de photographe est compliqué, c'est difficile de se faire une place. Avec l'IA, moi j'aurais adoré avoir ça à ma sortie d'école, parce que moi je suis arrivé en pleine crise de 2008 où il n'y avait plus d'argent prétendument. Donc, prenez ce train-là, formez-vous, et il y a du boulot à la sortie. Moi, à Gobelin, j'ai des coups de fil toutes les semaines d'agences qui veulent embaucher des jeunes formés à l'IA. Des gens qui ont la culture de l'image, plus cette capacité technique de l'IA. Quand je demande aux jeunes pourquoi ça ne les intéresse pas, en leur disant « vous avez du boulot à la sortie », ils me disent « ah non, c'est trop technique ». Alors déjà, j'ai face à moi beaucoup de gens qui sont peu techniciens. Et là, pour l'instant, l'IA, c'est encore, sauf Midjourney, mais tout le reste, très technique. Et en fait, ils ont besoin de se confronter au réel, de mettre les mains dans le cambouis, si vous voulez, de se retrousser les manches. Et pour eux, l'IA, ça leur rappelle les visios du Covid, d'une certaine façon. Ils sont derrière leur écran, encore une fois, à maîtriser un savoir-faire numérique. Et eux, ils veulent gagner vraiment leur, si vous voulez, leur anoblissement par le milieu de la photographie avec l'opposé. Ils veulent faire de l'argentique à 100%. Voilà. Et donc, quand je leur parle d'IA, voilà, il n'y a personne. Voilà. Juste pour terminer. Est-ce que je suis photographe et est-ce que je peux adhérer à l'UPP si je fais des photos avec de l'IA? Donc la question elle m'est posée. On en parlera après parce que c'est pas moi le conférencier. Je vais voir avec les instances. Enfin voilà. Non, est-ce qu'il y a d'autres? Mais je vais y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Okay. Je m'appelle Marion, je suis photographe. Désolée, j'ai raté le début, donc. Plus près, comme ça, c'est bon? Non, faut parler plus fort. On vous entend pas. Je peux pas me coller plus. Là, ça va? Ok. Je m'appelle Marion, je suis photographe. J'ai raté le début, donc vous me dites si vous l'avez déjà dit. Est-ce que on peut entraîner soi-même l'IA avec ses propres photographies de son corpus qu'on a constitué sur X années pour pouvoir créer de nouvelles séries sans avoir à se déplacer? Alors, pour l'instant, les outils sont assez difficiles d'accès d'une certaine manière, mais ça tend à se démocratiser. Alors, vous pouvez déjà le faire. J'ai vu des très belles séries de photographes assez peu techniciens, parce que vous avez deux possibilités avec les outils d'IA génératif classiques. Si on pense à Midjourney, qui est le plus connu. Pourquoi le plus connu? Déjà parce que en termes de rendu, c'est celui qui va donner un rendu le plus flatteur, le plus agréable à l'œil, parce que c'est peut-être aussi celui qui a utilisé le dataset le plus opaque et peut-être celui voilà, où il y a un dataset où il y avait ces fameuses images pédopornographiques notamment évoquées tout à l'heure. Donc on peut faire du text to image, donc c'est du prompt vers une image, mais vous pouvez aussi faire du image to image. Donc c'est pas encore entraîné ni formé une IA, pas du tout, mais vous allez pouvoir décomposer les caractéristiques de votre image pour en faire une autre.
Donc à partir de là, vous allez avoir de nouvelles images qui vont récupérer toutes les caractéristiques de votre production passée. Donc ça va être les contours, les couleurs, les lumières, etc. En fait, ce qui fait votre patte, votre style, va être analysé, déconstruit par l'IA, puis reconstruit sous la forme d'une nouvelle image. Donc vous pouvez comme ça continuer une série existante avec l'IA. J'ai fait le test avec des élèves, on a pris des arrêts sur image de films de Wim Wenders et on a fait de nouvelles images à la Wim Wenders, mais quand je présentais ça à quelqu'un qui ne connaît pas parfaitement le corpus de Wim Wenders, il ne savait pas qui avait fait quelle image. Donc ça, c'est la première chose. Ça, j'ai envie de dire, c'est la porte d'entrée. Ensuite, vous pouvez aller plus loin. Alors, entraîner un modèle complet, aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'entraîner un modèle complet, il vous faut au minimum, il vous faut 150 000 €. Bah, un petit modèle, si. C'est ça, voilà. Le micro pour Alexandra. Ouais. Je termine juste. Alors sinon, vous pouvez entraîner ce qu'on appelle des LoRa, L-O-R-A. Et ça, ce sont en fait des, si vous voulez, pour le simplifier, on va dire, ce sont des petites dérivations des modèles principaux. Ça, vous pouvez le faire avec un certain nombre d'images. Donc vous pouvez en avoir, on va dire une quinzaine, c'est bien, mais si vous en avez un millier, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez comme ça créer des petits sous-modèles de votre style ou d'éléments particuliers, par exemple de modèles. On peut aujourd'hui générer des modèles photos, donc des mannequins pour des lookbooks ou autres, entraînés à partir de personnes, d'objets, etc. Donc ça, pour les marques qui veulent par exemple mettre leurs produits en scène, vous pouvez avoir le flacon Chanel comme ça avec un LoRa spécifique. Donc oui, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, je le recommande. Et j'ai d'anciens élèves qui le font, qui ont entraîné comme ça des... Alors c'est pas des modèles complets, mais c'est LoRa, ces fameux sous-modèles entre guillemets. Okay. Non, il y a une autre question. Bonjour, Boris Courteau, je suis photographe, artiste, et je peux poser une question pour tous les deux. Dans le contexte de la protection de la créativité humaine et de le droit d'auteur, que vous pensez de les projets de l'Université de Chicago, Glaze et Nightshade, qui sont vraiment, vraiment intéressants? Merci. D'abord, on n'a pas le même droit que l'Université de Chicago, nous, ici en Europe. Donc déjà, on ne peut pas... voilà, nous, on ne va pas appliquer le droit américain, on ne va pas s'acculturer avec le droit américain, donc on va continuer à appliquer le droit européen. Donc, ce qui est possible à certains endroits pourrait ne pas l'être à d'autres, et je ne suis même pas sûre que ce soit aussi possible de toute façon. Les Nightshade et Glaze sont du software pour rendre très difficile la capacité de l'intelligence artificielle. Ouais. Alors oui, Glaze et Nightshade, juste pour je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, ce sont des solutions qui permettent d'une certaine manière, lorsque vous enregistrez votre fichier numérique, d'ajouter une sorte de surcouche. Et en fait, cette surcouche vient polluer l'image de manière totalement invisible. Donc vous ne le voyez pas, mais si à un moment donné, une IA récupère cette image et vient la déconstruire en paramètres mathématiques pour la mettre dans un modèle, dans un espace latent, en fait, l'image vient corrompre son modèle, vient l'empoisonner. Voilà, l'empoisonner, c'est ça. Donc à partir de là, ça pourrait être, si vous voulez, une façon de défendre vos images, mais pour que ça serve vraiment à quelque chose, pour empoisonner un modèle, il faudrait que ce soit très largement acquis par le public. Donc en fait, je pense surtout que vous allez y passer un temps énorme et que ça aura un intérêt très limité. Nous, on est plutôt en Europe sur le droit européen qui consiste à dire les titulaires de droit ont la possibilité de faire un opt-out, donc de s'opposer à servir de nourriture pour l'intelligence artificielle. Et ensuite, on repasse du coup au principe autorisé, rémunéré. Donc on est plutôt sur ce modèle-là. On espère qu'on arrivera à le faire appliquer, mais c'est plutôt ça le modèle. Après...
Après, parce que ça, en fait, c'est une réaction assez offensive qu'on peut comprendre. Mais si on essaye de travailler plutôt main dans la main ou d'une manière plus positive, parce que moi, je trouve que cette solution de glaze ou nightshade, je la trouve assez extrême finalement. Et là encore, je pense que c'est déployer beaucoup d'énergie pour un résultat, somme toute, très mitigé. L'opt-out me semble, comme le disait Alexandra, très bien. Alors, à condition évidemment qu'il y ait peut-être une plateforme globale, parce que si je dois faire l'opt-out pour chacune de mes 1000 photos, une à une, sur chaque plateforme, je vais y passer un petit peu de temps. Il y a peut-être des nouveaux métiers qui vont se créer. Opt-outer, voilà. Mais à mon sens, je pense qu'il faudrait peut-être mieux privilégier des acteurs qui sont éthiques ou transparents. Alors, je fais de la publicité pour personne, mais Midjourney ne l'est pas. Moi, j'essaye de restreindre mon usage de Midjourney pour mes propres convictions éthiques. Parce que je sais que ce n'est pas l'acteur le plus propre. Donc je vais privilégier des acteurs. Par exemple, en France, vous avez un acteur qui s'appelle Awen, qui utilise Stable Diffusion et en fait qui vient tracer les sources. Donc leur but final, ce serait de retrouver d'une certaine manière les images les plus proches dans le dataset par rapport à ce que vous avez généré et de proposer une rémunération aux auteurs. Vous avez également Bria, qui est la solution adoptée par Publicis. Alors Publicis, pareil. Ils se disent, dans l'image générée, quelles sont les images les plus proches et on va rémunérer. Alors ça va être des petites rémunérations, 10 centimes, 20 centimes, mais voilà, c'est des idées. Alors c'est pas encore mis en place. Mais comme ça marche pas. Il y a une étude scientifique qui vient de sortir aux États-Unis pour dire on n'arrive pas en fait à faire l'opération reverse, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec le sortant à identifier les sources entrantes. On a cru qu'on allait y arriver. Il y a eu un article il y a quelques mois, un article scientifique qui avait fait grand bruit et on s'est dit ça y est. On a trouvé la technologie qui va nous permettre de tracer en quelque sorte. Et en réalité, et je travaille dessus avec un jeune chercheur qui est un chercheur en IA qui a fait la démonstration qu'en fait le raisonnement il est biaisé. Voilà. On ne peut pas en tirer de conséquences. Donc pour le moment, on ne sait pas faire, on ne sait pas remonter, on ne sait pas identifier. Et puis surtout, ça pose une question. Est-ce qu'il suffit qu'on reconnaisse dans le sortant quelque chose des entrants pour qu'il y ait une atteinte au droit d'auteur ? Non. 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 C'est un raisonnement fair use, ce n'est pas le raisonnement européen. En Europe, il y a un contenu qui a été utilisé. Point. Sans autorisation, sans rémunération, les titulaires de droit s'y sont opposés. Peu importe qu'en sortant, je ne reconnaisse pas mes contenus entrants. Voilà. Maintenant, oui, ça va poser la question de la répartition. Si ensuite il y a une rémunération, comment on répartit ? Comment on fait pour répartir ? On dit, cet auteur-là, il a été utilisé à 1 millionième de... Voilà, c'est très très compliqué. Mais c'est peut-être des modèles à inventer. Une des missions que je prends en charge aujourd'hui pour la culture, c'est quels pourraient être les modèles de rémunération en matière d'intelligence artificielle. Et c'est important. C'est important parce qu'on voit qu'il y a des licences qui commencent à être conclues entre des titulaires de droit et des gros acteurs. Et quand on est un titulaire de droit, quelques millions d'euros supplémentaires pour tenir, ça compte. Ça compte pour tout le monde. Donc voilà. Et puis, il y a d'autres modèles économiques aussi qui sont promus. On dit dans certains secteurs, les licences, ce ne sera pas forcément la bonne solution. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être réfléchir à d'autres modèles de rémunération, des rémunérations plus automatiques, des droits à rémunération, voilà. La culture, sa richesse, elle tient aussi au fait que dans chaque branche, les modèles économiques sont très différents. Parfois, vous avez des sociétés de gestion collective, parfois, vous n'en avez pas, parfois... Donc, en fonction du secteur, en fait, il va falloir inventer un peu quel serait le modèle de rémunération. Ça, c'est un élément intéressant. Et puis, j'espère qu'il y aura une question qui te permettra de passer sur ta deuxième mission. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, Stéphanie Droguefeuille, directrice des affaires publiques de l'UPP.
Bonsoir. J'ai une question pour tous les deux qui est plus de la curiosité en fait. Est-ce que vous avez une opinion sur l'initiative qui a été lancée par Adobe au départ mais qui regroupe maintenant un certain nombre de gros acteurs et qui s'appelle le C2PA, qui a pour objectif de tracer les modifications successives d'une image depuis sa création par un boîtier. Je crois que Canon, Nikon sont dedans, Leica sont... Enfin voilà. Jusqu'à leur diffusion sur les réseaux. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est utile? Enfin, comment vous voyez le truc? Oui, alors moi je pense que c'est très très bien parce que on parle justement de taguer les images générées par IA, mais taguer les images réelles pourrait être plus intéressant. De toute manière, à la base, pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup plus de contenu généré que de contenu capturé. Enfin, potentiellement en tout cas, vu l'explosion actuelle. Donc oui, moi je pense que c'est une excellente initiative, à condition encore que ce marquage puisse rester ancré dans les images et puisse être adopté justement par le plus grand nombre d'acteurs présents. J'ai vu que LinkedIn c'était le cas, je crois, mais pas sur la version mobile. Enfin, il y a des choses... voilà. Donc l'initiative est bonne en tout cas, ouais. Tout à fait. C'est que ouais, c'est toujours pareil, je pense qu'il faut des early adopters et puis sur ce genre d'initiatives qui sont des initiatives plus privées, le souci c'est qu'il y aura toujours des réfractaires. Voilà. C'est une question qui se pose notamment dans les états généraux de la presse pour l'information. Est-ce qu'au lieu de marquer les images générées, il va falloir un jour peut-être labelliser l'information humaine? C'est une vaste question. Vous avez 2 heures. Bien. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est maintenant? Je vais dire où je... Pour moi, la question personnelle n'est pas in quelle manière si arrive à l'image finale. Parce que si je trouve una bonne percentuale d'utilisation de mon image sur un résultat avec l'image artificielle, naturellement, j'y vais à contester qui a produit cette image. Un peu, je ne sais pas, un peu la percentuale de riconoscibilité de l'image. Mais la question pour moi più importante è come è riuscito a voir les images dans l'archive. Je ne sais pas, l'Adobe, in che maniera a vu la possibilité d'avoir une archive de 5 millions d'images. Et ça, oui. Ils ont pris sur le web. Ils ont pris tout, ils ont extrait tout du web. Il y a ce qu'on appelle le Common Crawl, notamment, qui met à jour tout ce qui existe sur le web. Et les fournisseurs d'IA s'entraînent, pour certains, à partir du Common Crawl. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez trouver Common Crawl, vous allez voir, vous avez tout le web qui est répertorié. Donc, ils sont allés chercher. C'est un peu la même question que la musique et... Ah oui, pardon. Voilà. Ouais, oui. Un po' la même question de la musique et du texte qui sont ben matériels. Si. Se viene utilizzato una piccola percentuale di quel materiale... Ça marche, oui. Si on utilise une seule petite partie
soit d'un texte, soit de la musique. Si. Non, alors, Alors, j'ai il compris. il veut, voilà. J'ai compris. On a. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a si j'utilise quelques pourcentages d'une œuvre, est-ce que je peux? Alors déjà, l'IA générative n'utilise pas quelques pourcentages. Il y a besoin de tout le contenu. Tout le contenu est mouliné. Voilà. Il n'y a pas l'exception qu'on connaît de courtes citations, qu'on connaît au niveau européen, en Italie, en France, partout. C'est on prend un petit extrait d'une œuvre ou d'une image et on l'utilise. D'accord? On la reproduit. Je ne sais pas moi pour on peut imaginer un livre d'art, enfin j'en sais rien. En tout cas, c'est juste un extrait. On prend une citation d'une œuvre littéraire. Là, c'est exception de courte citation. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'IA générative. On prend tout le contenu, on le déconstruit, on forme des règles à partir de ces contenus et ces règles-là vont être appliquées pour générer des nouveaux contenus. Donc on n'est pas du tout dans l'exception courte citation. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Et après, il y avait la deuxième partie de cette question, c'est si je crée à la manière de. D'accord? Alors, je vais créer quelque chose à la manière ou dans le style de. On voit plein de. Dans le style de Van Gogh, terrible. Terrible. Et alors, là, le style n'est pas protégé par le droit d'auteur. Hein, le style n'est pas protégé par le droit d'auteur, mais en réalité. D'abord, attendez, je n'ai pas fini ma phrase. D'abord, en amont, on va nourrir l'IA forcément avec des œuvres qui sont protégées, pour lesquelles il n'y aurait pas eu d'autorisation ni de rémunération. Donc quand on arrive à créer dans le style 2, c'est souvent une preuve indirecte de ce que en amont, l'IA a été entraînée sur des contenus qui n'ont pas été autorisés, premièrement. Deuxièmement, c'est pas parce que l'emprunt d'un style, par exemple le style impressionniste, heureusement qu'on ne protège pas les styles, hein. Par exemple, le style impressionniste, on ne va pas le protéger, sinon ça va scléroser la création. Mais pour autant, si vous copiez le style d'un auteur, même si vous ne reprenez pas la forme originale et donc vous n'êtes pas un contrefacteur, nul doute que le droit va vous rattraper d'une autre manière, notamment les agissements parasitaires, la concurrence déloyale, etc. Le droit d'auteur n'est pas le seul fondement pour agir. D'accord ? Donc on n'a pas le droit d'utiliser le travail de quelqu'un et d'en profiter. Après, il y a vous-même. Et tout à l'heure, ça rejoint un peu la question de madame. Est-ce que je peux, en fait, m'auto-alimenter, c'est-à-dire créer dans mon propre style en utilisant ce que j'ai déjà réalisé? Ça, c'est possible et il y a des technologies qui commencent à être assez intéressantes qui s'appellent le RAG. Le RAG, c'est une sorte de base de données que vous allez brancher à un modèle, à un grand modèle. Ça coûte beaucoup moins cher qu'entraîner, parce que l'entraînement d'une IA, c'est hors de portée. Hein. Voilà, c'est tellement cher, c'est complètement hors de portée. Mais le RAG, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui, par exemple, tous les éditeurs spécialisés qui commencent à faire de l'IA générative. C'est cette technologie du RAG. Donc, ils vont plugger, brancher une base avec leurs propres contenus, les contenus dont ils ont les droits, et ils vont faire tourner le modèle, puisque le modèle, c'est juste des règles de langage, hein, c'est tout. Ils vont faire tourner le modèle en lui disant, va chercher la réponse dans cette base pertinente. Et vous, par exemple, la base pertinente, ce sont vos créations. Donc, applique tes règles de création, enfin tes règles voilà, de mise en forme, mais à partir de cette base pertinente qui est ma création à moi. Voilà, je sais pas. Donc, ça rejoint un peu créer dans le style d'un tiers ou créer dans le style de moi-même. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je vais vous donner le micro.
Bonjour, Christophe Caudroy, je suis photographe et enseignant à l'École nationale supérieure de Lumière. Alors, j'aurais un petit truc à rajouter sur les étudiants après, mais ma question c'était par rapport à ce qui a été dit là alors c'est pas l'entraînement, c'est de fournir ses propres images. Petite question, ces images du coup quand on les upload, après elles rentrent dans le système et du coup est-ce que je peux faire mon truc dans mon coin et je upload juste pour moi et c'est que ça sert que à moi, ou est-ce que du coup j'alimente la base générale? C'était ça Ouais, ok, d'accord. Donc on alimente bien la base générale. Donc on peut pas faire ça, parce que je pense que la question un peu de Marion aussi, c'était peut-être, est-ce que je peux faire mon petit mid-journée dans mon coin qui ne sert qu'à moi et qui alimente que moi? Seulement si on rague, hein, mais sinon ça part. C'est bien tout le souci en fait un certain nombre de grandes entreprises dont les salariés ont utilisé de l'IA générative en mettant en entrant des secrets d'affaires qui ont pu ressortir de manière indirecte en sortant. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et petite précision sur les étudiants. Alors nous, à Lumière, c'est un peu comme au Gobelin. Actuellement, on est dans une phase où les étudiants sont très très intéressés par la matérialité de l'image et un retour à l'argentique qui est très très fort. Ce qui est complètement fou parce que comparé à nous quand on était jeunes, c'est 100 fois plus cher qu'à l'époque. Donc, et alors. Vendez vos boîtiers parce que là, un Mamiya 7, ça valait plus rien. Aujourd'hui, ça vaut 6 000 € sur le marché avec une optique. Donc, on voit, tout est déformé. Mais donc, c'est pour parler aussi de ce truc-là. Ils sont très intéressés par la matérialité de l'image et donc assez peu intéressés par ces nouvelles évolutions. Certains le sont, mais la plupart ont plutôt une réaction un peu de rejet pour l'instant. Ça, c'est la génération 2024. Là, peut-être que dans 2 ans, ce ne sera pas le cas. C'était pas il y a 3 ans. 3 ans, ils n'étaient pas comme ça. Ça fluctue énormément et ça déferle tellement que de toute façon, dans 1 ou 2 ans, les prochaines générations seront au fait et obligés d'y aller et ils iront contraints et forcés ou parce qu'ils ont un peu évolué et ils vont se l'approprier. Mais c'était étonnant de voir avec eux quand on travaille un peu sur de la retouche. Moi, je suis prof de prise de vue, mais quand j'encadre aussi, on fait un petit peu de retouche. Un étudiant qui me dit « Ah, c'est rigolo, je pensais pas que ce seraient les vieux qui utiliseraient l'IA avant nous. » Voilà. Et d'ailleurs, pour simplement répondre à ça, on le voit notamment à l'AFDAS, donc la formation professionnelle des artistes, une grande demande des procédés anciens ou des procédés traditionnels. Il y a une demande depuis quelques années maintenant, 3, 4 ans, 5 ans. Est-ce que vous voulez encore intervenir ou pas? Non, c'est bon. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre venue. Merci d'être venu à la Maison des photographes. Merci beaucoup à Alexandra Bensamoun et merci beaucoup à Yann Philippe d'avoir animé cette conférence relative à l'intelligence artificielle. Juste avant qu'on ne se sépare, je souhaiterais, alors c'est un peu plus personnel, mais je souhaiterais remercier l'ensemble des équipes de l'Union des photographes professionnels, donc de l'UPP, d'avoir organisé... Nous sommes à mi-chemin, mais d'avoir organisé cette maison des photographes délocalisée ici à Arles, et particulièrement le chef d'orchestre Nedim Mimre, qui est... N'oublions pas que nous sommes tous des bénévoles. C'est un très gros travail et je lui en sais gré avec son relais local ici avec Hugues Charrier. Je n'oublie pas évidemment l'ensemble des administrateurs de l'UPP ou administratrices de l'UPP qui ont participé à ça de près ou de loin. Et bien évidemment, nos 2 salariés, Stéphanie Roquefeuille et Pauline Baron. Merci beaucoup. Je tiens aussi à vous donner quelques informations sur la suite de notre programmation ici à la Maison des photographes. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. En revanche, demain, nous recommençons avec... des permanences des organismes sociaux, les lectures de portfolio, oui, je crois, ouais, c'est ça, lecture de portfolio. Nous allons avoir à midi une table ronde organisée dans le cadre des États généraux de la photographie qui ont été présentés d'abord aujourd'hui à la Cour Fanton, mais demain à midi, ce sera ici à la Maison des photographes. À 17h demain, nous avons la photographie de commande avec Laure Bouvet, dont la conférencière est Laure Bouvet. Et vendredi, nous continuons toujours avec les organismes sociaux. Donc si vous avez des questions sur l'URSSAF, la sécurité sociale, la retraite complémentaire, la formation professionnelle, venez, il y aura toujours des réponses à vos questions, des permanences juridiques aussi.
des lectures de portfolio, et on terminera donc cette semaine arlésienne par la dernière conférence sur les banques d'images avec 3 intervenants, une iconographe, Isabelle Habert. Ensuite, il y aura une responsable, la responsable de signature, donc qui est une agence qui s'appelle Frédéric Founès. Et la dernière personne, c'est Sylvaine Lecoeur. J'aime bien, c'est comme au théâtre, Lecoeur, oui, de Pix Palace ou Pixways. J'aime bien, c'est comme au théâtre, j'ai des souffleurs. Voilà, merci beaucoup et à demain.